Rassemblez-vous. Cela s'est passé le 9 février 2004 dans le New Hampshire. Sur le bord d'une route de montagne, la berline Saturn de Maura Murray est coincée dans un banc de neige. Quelqu'un s'arrête pour aider, mais elle refuse. Un voisin a signalé l'accident à la police. Elle n'a pas vu de jeune femme. Elle a dit qu'un homme était dans la voiture en train de fumer une cigarette. Lorsque la police arrive, la voiture est là, mais le sac à dos, le téléphone, les clés et les cartes bancaires de Maura ont disparu. 22 ans plus tard, nous ne savons toujours pas qui était dans cette voiture en train de fumer. Et nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à Maura Murray. Maura Murray était étudiante en soins infirmiers à l'UMass Amherst, et avant cela, elle était cadette à West Point. Elle figurait au tableau d'honneur, faisait partie de l'équipe d'athlétisme et passait son temps libre à faire de la randonnée. Tous ceux qui la connaissaient la décrivaient de la même manière. Elle était intelligente, responsable et déterminée. Mais quelque chose n'allait pas. Début février, sa supérieure l'a trouvée en train de sangloter à son bureau lors de son travail à la sécurité du campus. Quand on lui a demandé ce qui n'allait pas, elle n'a prononcé que 2 mots. Ma sœur. Ce week-end-là, son père est monté du Connecticut pour l'aider à chercher une nouvelle voiture. Le samedi soir, elle a emprunté sa Toyota pour aller à une fête. Sur le chemin du retour, elle a percuté une glissière de sécurité et l'a complètement détruite. Le rapport d'accident ne mentionnait pas d'alcool. Elle n'a jamais été poursuivie et l'assurance a couvert les dégâts. Juste une mauvaise semaine qui empirait. Ses amis ont aussi remarqué un changement chez elle. Quelques mois plus tôt, elle s'était fait prendre en train d'utiliser le numéro de carte bancaire d'un autre étudiant pour commander à manger. Elle a remboursé l'argent, mais le stress s'est accumulé malgré tout. Les études, l'argent, un petit ami en poste à l'autre bout du pays. Le lundi 9 février, tout ce qui tracassait Maura a atteint son paroxysme. À 13h, elle a envoyé un email à ses professeurs et à son responsable au travail. Ils ont tous reçu une version du même message. Il y avait eu un décès dans la famille et elle devait rentrer chez elle pour environ une semaine. Mais il n'y avait eu aucun décès dans la famille. Son père était vivant dans le Connecticut, sa mère était vivante dans le Massachusetts. Ses frères et sœurs allaient bien aussi. Mais c'était un mensonge que personne n'a remis en question. Et cela a offert à Maura Murray une semaine d'invisibilité. Ensuite, elle a commencé à faire ses bagages. Pas juste un sac pour la semaine. Tout ce qu'elle possédait a été mis dans des cartons. Toute sa vie empilée et scellée au milieu de sa chambre universitaire. Et puis elle a laissé les cartons derrière elle. À 15h15, elle a traversé le campus jusqu'à un distributeur de billets et a retiré $280. Presque tout ce qu'il y avait sur son compte. À 15h40, elle s'est arrêtée dans un magasin d'alcool dans la ville voisine et a acheté une bouteille de vodka, du Baileys, du Kahlua et une boîte de vin Franzia. Assez d'alcool pour une fête. Mais la vidéo du magasin l'a montrée en train de faire ses achats seule. Ensuite, elle est partie vers le nord. L'historique de son ordinateur montrait des itinéraires vers Burlington, dans le Vermont, et vers une station dans les Berkshires. Elle a aussi cherché des endroits où dormir en chemin. À 16h37, elle a consulté sa messagerie vocale, la dernière activité jamais enregistrée, sur son téléphone. Maura partait, et elle seule savait où. Et où que ce soit, elle n'y est jamais arrivée. La route 112, dans les montagnes blanches du New Hampshire, n'est pas l'endroit où vous voulez tomber en panne, surtout en plein hiver, en Nouvelle-Angleterre. Tout ce qu'il y a là-bas, ce sont des fermes, et elles sont séparées par des kilomètres. Et il fait nuit. Il n'y a pas de lampadaire. Vos phares sont la seule source de lumière. Juste avant 19h30, la Saturne de Mort a pris un virage serré, a dérapé de l'autre côté de la route et a fini sa course dans un banc de neige dans le mauvais sens. Des accidents comme celui-ci arrivent ici tout l'hiver. On jure, on vérifie des dégâts, on passe la marche arrière et on espère. Mais Maura n'allait nulle part. Le capot était enfoncé et de la vapeur s'échappait de son radiateur écrasé. Une femme dans la ferme la plus proche a entendu l'accident et a vu une voiture de travers dans la neige. À 19h27, elle a appelé le 911. Elle a dit à l'opérateur qu'elle voyait quelqu'un à l'intérieur de la voiture, un homme en train de fumer une cigarette. Quelques minutes plus tard, un bus scolaire s'est arrêté à côté de l'épave. Maura était toujours dans la voiture. Le chauffeur du bus, Butch Atwood, n'a vu aucune trace de sang. La jeune fille avait l'air frigorifiée et bouleversée. Il lui a demandé si elle allait bien et a proposé d'appeler la police. Elle l'a supplié de ne pas le faire. Elle lui a dit qu'elle avait déjà appelé AAA et qu'une dépanneuse était en route. Butch savait que c'était impossible. Il habitait à une centaine de mètres sur cette route. Il n'y avait pas de réseau ici. Elle n'avait pas pu appeler qui que ce soit. Il lui a donc proposé d'attendre chez lui, au chaud, jusqu'à l'arrivée des secours. Encore une fois, elle a refusé. Butch est rentré chez lui, a garé son bus et a quand même appelé le 911. Son appel a été passé à 19h42. À 19h46, un policier est arrivé à la Saturne. Les portes étaient verrouillées et des taches rouges couvraient l'intérieur de la voiture. Ce n'était pas du sang, mais du vin.
Il y avait des manuels scolaires et des vêtements, l'alcool qu'elle avait acheté cet après-midi-là, les papiers de la Toyota accidentée de son père. Ses gants étaient toujours sur le siège. Et coincé entre les sièges, un livre. Not Without Peril. A 150 Years of Misadventure on the Presidential Range. Des histoires sur des personnes mortes dans les montagnes. Les mêmes montagnes qu'elle traversait en voiture. Mais aucune trace de Maura Murray. Entre le premier appel au 911 et l'agent debout à côté de sa voiture vide, 19 minutes se sont écoulées. En ces 19 minutes, sur une route sombre, à portée de voix de 2 maisons, Maura Murray a disparu. L'agent a fait le tour de la Seine. Toute la zone était recouverte de 60 cm de neige, mais il n'y avait pas une seule empreinte. Les chiens policiers ont suivi son odeur sur une centaine de mètres vers l'est, puis se sont arrêtés. L'odeur s'est arrêtée au milieu de la route, comme si elle avait été soulevée du sol. Mais la police d'État avait déjà vu ce genre de choses auparavant. Maura est partie de cette route dans la voiture de quelqu'un d'autre. La première nuit, la police a traité cela comme un véhicule abandonné. Ils ont pensé que Maura était restée en panne et avait trouvé quelqu'un pour l'emmener en ville. Cette explication n'était pas suffisante pour la famille de Maura. Le matin du 11 février, les agents de la faune et de la flore du New Hampshire ont fouillé les bois autour de l'épave. Ils n'ont rien trouvé. C'était février dans les montagnes blanches, où les nuits d'hiver peuvent descendre en dessous de zéro. Chaque personne qui participait aux recherches savait qu'ils luttaient contre la montre. Les recherches ont pris de l'ampleur. Des hélicoptères ont survolé les montagnes avec des caméras thermiques. Des équipes cynophiles ont parcouru les bords de route et les rives de la rivière. Des bénévoles ont inspecté les propriétés proches du lieu de l'accident, et sa famille a engagé des détectives privés ainsi que leurs propres équipes de recherche professionnelles. Il n'y avait aucune trace d'elle. Aucune preuve que Maura Murray ait laissé la moindre trace au-delà de ce virage sur la route 112. Le FBI a ouvert un dossier. Les enquêteurs ont interrogé sa famille, ses amis, ses professeurs et ses collègues. Ils ont reconstitué la chronologie de sa dernière journée à la minute près. Ensuite, ils ont examiné ses traces numériques. Toujours rien. Aucun retrait au distributeur, aucune dépense par carte bancaire, aucune localisation de son téléphone portable. Elle n'a jamais contacté une seule personne qu'elle connaissait. Jamais. 2 jours après l'accident, le petit ami de Maura, Bill, a pris l'avion depuis l'Oklahoma pour participer aux recherches. Et pendant son voyage, il a manqué un appel sur son téléphone portable. Le message vocal ne contenait que les gémissements et les sanglots d'une femme. Elle n'a pas prononcé un mot. Les enquêteurs ont retrouvé la trace de l'appel grâce à une carte d'appel de la Croix-Rouge, mais c'est tout. La carte ne pouvait pas être reliée à une personne. Bill pensait que c'était Maura, mais personne n'a pu le prouver. Des pistes sont venues de partout. Des sous-vêtements féminins usés ont été retrouvés près de la zone de recherche, mais l'ADN a prouvé qu'ils n'appartenaient pas à Maura. Des ossements humains ont été découverts à proximité, là encore ce n'était pas Maura. 5 semaines après sa disparition, une autre jeune femme a disparu dans le Vermont, Brianna Maitland. Les enquêteurs ont cherché un lien entre les deux affaires, mais n'en ont jamais trouvé. Au fil des années, ils ont dragué un étang, creusé le sous-sol d'une maison près du lieu de l'accident et fouillé des propriétés à 2 villes de là. Rien. Et les mystères continuaient de s'accumuler. Personne n'a jamais identifié l'homme que le voisin a vu assis dans la voiture de Maura. Personne n'a jamais pu prouver qui avait laissé ce message vocal en sanglots. Et personne, ni sa famille, ni le FBI, n'a jamais su où Maura Murray se rendait cette nuit-là. Son père a demandé à consulter le dossier, et l'État a refusé. Fred Murray est frustré depuis le jour où sa fille a disparu, à cause de la réaction de la police. Et au final, il voulait avoir accès au dossier. Il est donc allé au tribunal pour essayer d'obtenir tous les dossiers de cette affaire. Et c'est un combat qui est allé jusqu'à la plus haute cour de l'État du New Hampshire. Il a intenté un procès et a perdu. Cela fait 22 ans. Et la famille n'a jamais vu de dossier complet. L'affaire est toujours ouverte. Et le New Hampshire considère toujours la disparition comme suspecte. Son nom figure dans les dossiers de l'unité des affaires non résolues de l'État, du FBI et de NEMUS. Tous les quelques années, un nouveau témoignage arrive, une nouvelle recherche est annoncée, et sa famille remonte dans ces montagnes pour chercher à nouveau. La route 112 est toujours à 2 voies. La couverture mobile est toujours irrégulière, et Bud Chatwood, la dernière personne à avoir parlé avec Maura Murray, s'en est voulu jusqu'à sa mort. Il a dit « J'aurais juste aimé pouvoir la convaincre de venir avec moi ». Rassemblez-vous, ceci est arrivé. Cela fait 12 ans qu'une vidéo est régulièrement republiée sur Internet. Elle a des millions de vues. Et le mystère n'est toujours pas résolu. C'est une vidéo de surveillance d'un homme à l'aéroport de Varna, en Bulgarie. Il porte une chemise jaune et transporte un sac à dos et un sac de sport. Il ressemble à n'importe quel autre touriste traversant le terminal.
Puis il se met à courir. Il traverse le terminal en sprintant, franchit les portes en trombe et continue de courir jusqu'à ce que les caméras le perdent de vue. Il escalade une clôture, saute dans un champ de tournesol et disparaît. Il laisse tout derrière lui. Son portefeuille, son téléphone, son passeport. Lars Mittank a pris la fuite le 8 juillet 2014. Et personne ne l'a revu depuis. Les personnes qui connaissaient Lars Mittank disaient que c'était un gars sympa, avec une belle vie. Il a grandi dans le nord de l'Allemagne et travaillait dans une centrale électrique. Il avait des amis, de la famille, une petite amie, des gens proches de lui. Après que son père ait eu un accident vasculaire cérébral, Lars passait chez ses parents presque tous les jours après le travail pour les aider. En 2014, il avait 28 ans et n'était jamais sorti d'Allemagne. Cet été-là, lui et 5 amis ont pris l'avion pour la Bulgarie, pour son premier voyage à l'étranger. Ils ont séjourné dans une station balnéaire à Golden Sands, juste au bord de la mer Noire, le genre d'endroit où les bars restent ouverts jusqu'au lever du soleil. Ils ont passé une semaine à traîner sur la plage pendant la journée et à sortir en boîte la nuit. Ses amis ont dit que Lars était détendu et qu'il passait un bon moment. Ils l'étaient tous. Un ami a tout de même remarqué que Lars ne mangeait pas beaucoup, juste des repas légers par-ci par-là. Mais il faisait chaud et il faisait la fête, alors cela ne semblait pas assez étrange pour changer leur plan. L'un de leurs derniers soirs à Golden Sands, le groupe est allé dans un bar pour regarder un match de la Coupe du Monde, Costa Rica contre les Pays-Bas. Lars portait son maillot du Werder Brême et il y avait des supporters du Bayern Munich dans la foule. Pendant le match, Lars et les autres Allemands ont eu une altercation. Les gens buvaient, la tension était forte et Lars et ses amis sont partis avant que la situation ne dégénère. Sur le chemin du retour à l'hôtel, ses amis se sont arrêtés pour prendre à manger. Lars n'était pas intéressé. Il leur a dit qu'il les retrouverait à l'hôtel et est parti seul. Ils ne l'ont pas revu avant le lendemain matin. Quand Lars est finalement réapparu, il avait un tympan perforé. Il a dit que 4 hommes l'avaient agressé alors qu'il marchait seul et il pensait que les supporters du Bayern Munich, du bar, les avaient engagés pour le faire. Ses amis lui ont dit d'aller voir un médecin. Le médecin a examiné son oreille et n'a pas aimé ce qu'il a vu. Le changement de pression lors d'un vol pourrait aggraver les dégâts, donc Lars ne pouvait pas encore rentrer chez lui en avion. Il a reçu une ordonnance pour un antibiotique, le Cefprozil, et il était en route. Ses amis lui ont proposé de rester avec lui. Lars a dit qu'il allait bien. Ce n'était qu'une nuit de plus, et ils avaient tous leur vol réservé. Le lendemain matin, ses amis sont rentrés chez eux et ont laissé Lars seul en Bulgarie. Il a pris une chambre dans un hôtel bon marché près de l'aéroport. Ce n'était pas le meilleur quartier de Varna, mais ce n'était que pour une nuit. Tard dans la nuit, il a appelé sa mère, Sandra. Il chuchotait. Il lui a dit que l'hôtel était étrange et qu'il ne se sentait pas en sécurité, et que la réception avait les informations de sa carte de crédit. Il avait besoin qu'elle annule sa carte. Puis il lui a dit que des hommes le suivaient, 4 d'entre eux. Il a dit qu'ils essayaient de le voler, peut-être de le tuer. Sandra a dit qu'elle pouvait entendre le cœur de son fils battre au téléphone. Ils ont parlé encore et encore cette nuit-là, et lors d'un appel, il lui a dit qu'il se cachait. Après le dernier appel, il a envoyé une dernière question à sa mère. Il voulait savoir ce qu'était le Cefprozil. De retour en Allemagne, Sandra avait peur de rappeler. Si Lars se cachait, elle ne voulait pas que son téléphone sonne et le trahisse. Elle lui a réservé un vol pour rentrer le lendemain. Le matin, Lars a appelé une fois de plus pour lui dire que les hommes se rapprochaient. Puis il lui a envoyé un message pour lui dire qu'il était arrivé à l'aéroport. Sandra lui a acheté un billet d'us au cas où il ne pourrait toujours pas prendre l'avion et lui a envoyé 500 € pour couvrir ses besoins. Il ne récupérera jamais cet argent. Il ne montera jamais dans ce bus et il ne prendra jamais ce vol. Lars est entré dans le terminal un peu après le lever du soleil. Il portait son sac à dos et son sac de voyage. Sa mère lui a donné un seul conseil, voir le médecin de l'aéroport avant le vol pour s'assurer qu'il était en état de prendre l'avion. Alors Lars a trouvé le cabinet médical de l'aéroport. Le médecin de garde a examiné son oreille et a dit à Lars que ce n'était pas grave et lui a donné l'autorisation de prendre l'avion. Mais Lars ne voulait pas quitter le cabinet du médecin. Le médecin a dit que Lars était nerveux, instable. Il n'arrêtait pas de poser des questions sur son médicament, le Cefprozil. Il disait qu'il ne lui faisait pas confiance. Le médecin lui a dit que ce n'était qu'un antibiotique, rien d'inquiétant. Lars n'était qu'à quelques heures de chez lui. Tout ce qu'il avait à faire, c'était marcher jusqu'à sa porte d'embarquement et monter dans l'avion. Puis un ouvrier du bâtiment est entré dans le cabinet du médecin. L'aéroport était en rénovation, donc les ouvriers allaient et venaient tout le temps. Personne n'a réagi, sauf Lars. Il s'est mis à trembler. Puis il a dit au médecin « Je ne veux pas mourir ici, il faut que je sorte d'ici ». Et il a sauté et s'est enfui. Les caméras ont tout filmé. Lars a traversé le terminal en courant, passant devant les comptoirs d'enregistrement, devant les voyageurs tirant leurs bagages vers les portes d'embarquement, et il est sorti directement par les portes principales. Dehors, il a ralenti en trottinant, mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué à avancer, mettant de la distance entre lui et ceux qu'il fuyait. Entre la marche calme dans le terminal et la course effrénée pour en sortir, il s'est écoulé environ une demi-heure.
Les images deviennent de plus en plus floues à mesure qu'il s'éloigne, jusqu'à ce que Lars ne soit plus qu'une petite silhouette en chemise jaune s'éloignant du terminal. À la limite de la propriété de l'aéroport, il y avait une clôture de plus d'1,80 m de haut, avec du fil barbelé. Les caméras n'ont jamais vu l'escalader, mais 2 témoins l'ont vu faire. Lars l'a franchi, son passeport, son téléphone et son portefeuille étaient toujours dans le cabinet du médecin. De l'autre côté de la clôture, il y avait un champ de tournesol, et en juillet, ils sont plus grands qu'un homme. Au-delà du champ, il y a une autoroute, et plus loin, des bois épais où aucune caméra ne l'a jamais revu. Lars est entré dans ce champ de néant, et c'est le néant que les équipes de recherche ont trouvé. La police bulgare a fouillé le champ, les routes menant hors de Varna et les bois autour de l'aéroport. Ils n'ont rien trouvé. Pas de vêtements, pas d'effets personnels, pas de corps, aucun signe que Lars ait jamais été là. Sa mère a engagé un détective privé qui a vérifié les hôpitaux à la recherche de patients sans identification. Sandra s'est rendue elle-même à Varna et a distribué des prospectus. Toujours rien. La police criminelle fédérale allemande a inscrit Lars comme personne disparue, et les médias en ont parlé. La diffusion à elle seule a apporté 75 pistes, mais aucun n'a permis de retrouver Lars. Les images de l'aéroport ont été mises en ligne, où elles ont été visionnées des millions de fois et remises en ligne encore et encore. Lars a été qualifié de personne disparue la plus célèbre sur YouTube. Lars n'est jamais allé chercher ses médicaments. Il n'a jamais pris un seul comprimé. Cela vient du médecin de l'aéroport, la dernière personne à lui avoir parlé. Il a dit « Je ne peux pas trouver une seule raison pour laquelle il a quitté mon bureau dans un tel état de panique. » Il a dit qu'il est toujours confus. Lars n'avait aucun antécédent de maladie mentale. Il n'y avait aucun signe avant-coureur, ni pour sa famille, ni pour ses 5 amis qui venaient de passer une semaine avec lui. Et ce n'était pas un homme qui fuyait sa vie. C'était 2 fils qui passaient après le travail, parce que son père avait eu un AVC. Il avait une petite amie, un emploi stable, des gens qui comptaient sur lui chez lui. Lars savait chasser et pêcher, mais il s'est enfui sans nourriture, sans eau, sans provisions, même pas un t-shirt de rechange. Puis, les signalements ont commencé. Environ 1 an plus tard, un chauffeur de camion a cru voir Lars faire de l'autostop sur une route à l'extérieur de Varna. À la fin de 2016, la police au Brésil a trouvé un homme marchant le long d'une autoroute, sans pièce d'identité, tellement confus qu'il ne pouvait pas dire qui il était. Sa photo s'est répandue sur les réseaux sociaux et des milliers de personnes ont cru reconnaître Lars Mittank dans ses traits. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un Canadien qui avait disparu depuis 5 ans. En 2019, un routier allemand a pris en stop un autostoppeur aux cheveux longs et à la barbe, et s'est rendu compte plus tard que l'homme ressemblait à un Lars Mittank plus âgé, mais aucune de ses apparitions n'a jamais été confirmée. Sandra gère un site internet appelé Find Lars Mittank. Elle croit que son fils est vivant, qu'il a perdu la mémoire, et qu'il est peut-être encore quelque part, trop effrayé pour demander de l'aide à qui que ce soit. Sandra a aussi regardé la vidéo. Elle dit « Chaque fois que je la vois, j'ai envie de le protéger. J'ai envie de le sauver. » Les caméras l'ont perdu à la lisière d'un champ de tournesol. Chaque mois de juillet, les fleurs poussent assez haut pour cacher un homme. C'était il y a 12 mois de juillet, et Lars Mittank n'est jamais ressorti. Rassemblez-vous. Cela s'est passé un vendredi matin de septembre 2007. Un garçon de 14 ans est entré dans une gare dans le nord de l'Angleterre et a acheté un billet aller simple pour Londres. Il avait 200 livres dans sa poche et une PlayStation portable dans son sac. Il n'a pas pris de téléphone. 2 heures plus tard, son train est arrivé à King's Cross et une caméra de sécurité l'a filmé en train de sortir de la gare et d'entrer dans une ville de 8 millions d'habitants. Andrew Gosden n'a jamais été revu. Andrew Gosden vivait à Doncaster avec ses parents et sa sœur aînée, Charlotte. Il portait de grosses lunettes à verre correcteur et paraissait plus jeune que 14 ans. Sa famille l'appelait Ru parce que, comme le disait son père, il était petit et plein d'énergie quand il était enfant. Il adorait le heavy metal, Slipknot, Muse, Marilyn Manson. Après l'école, il disparaissait au sous-sol pour jouer aux jeux vidéo. Et il était brillant, classé parmi les 5% des meilleurs élèves de tout le pays. Ses professeurs pensaient qu'il irait à Cambridge. La veille de sa disparition, la famille a sorti un puzzle sur le sol du salon et a regardé la télévision. C'était une soirée ordinaire à tout point de vue. Le lendemain matin, son père a eu du mal à le réveiller, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Andrew semblait irritable, et ce n'était pas son genre non plus.
Mais quelques minutes après 8h, il est sorti par la porte d'entrée en uniforme scolaire et s'est dirigé vers l'arrêt de bus, le même bus qu'il prenait chaque matin. Andrew n'avait jamais manqué un seul jour d'école, pas une seule fois dans sa vie. Mais ce jour-là, il n'est pas monté dans le bus. Un ami de la famille l'a aperçu à 8h20, assis seul sur un banc dans un parc à proximité. Il attendait que le reste de sa famille quitte la maison. Une fois qu'ils sont partis, il est retourné chez lui et est entré. Il a enlevé son uniforme scolaire et l'a mis dans la machine à laver, puis il a accroché sa veste sur le dossier de sa chaise. C'est exactement ce qu'il faisait chaque jour après l'école. N'importe qui jetant un coup d'œil dans sa chambre penserait qu'Andrew était rentré à la maison à l'heure habituelle, un jour comme les autres. Ensuite, il a enfilé un t-shirt noir Slipknot et un jean noir. Il a attrapé un sac couvert de patchs de groupe et y a jeté son portefeuille, ses clés, sa PSP et rien d'autre. La caméra de sécurité d'un voisin l'a filmé en train de s'éloigner de la maison en direction de la gare. À 9h08, il s'est arrêté à un distributeur automatique et a retiré 200 livres. Il est arrivé à la gare de Doncaster à 9h22 et a demandé un billet aller simple pour Londres. Le guichetier a trouvé qu'il avait l'air un peu jeune pour faire un voyage de 2 heures tout seul et lui a proposé un billet aller-retour presque gratuitement. Andrew a refusé. Il est monté dans le train à 9h36 et un passager assis en face de lui se souvenait d'un garçon calme qui a joué à sa PSP pendant tout le trajet. À 11h20, le train est arrivé à King's Cross. 5 minutes plus tard, la vidéosurveillance a filmé Andrew sortant par l'entrée principale. Ensuite, il a disparu dans la ville. Sa famille ne le saurait que plusieurs heures plus tard. Ce soir-là, les Gossen se sont installés pour dîner. Le blazer était sur la chaise et l'uniforme était dans la machine à laver. Ils ont donc pensé qu'Andrew était à la maison, en bas, sur sa Xbox. Ils l'ont appelé pour manger. Pas de réponse. Il n'était pas dans la maison. Ils ont commencé à appeler tous ceux qui pourraient savoir où il était. Les voisins, les amis, son école. C'est à ce moment-là qu'ils ont appris qu'Andrew n'était jamais allé en cours. L'école avait essayé d'appeler ce matin-là, mais ils ont composé le mauvais numéro et laissé un message vocal à la mauvaise famille. Donc, pendant toute une journée, personne ne savait qu'Andrew avait disparu. Ses parents ont appelé la police. Leur fils avait disparu. Même en 2007, Londres était couverte de caméras. Plus d'une aurait dû filmer Andrew quittant King's Cross et se dirigeant vers la ville. Mais lorsque la police des transports a d'abord visionné les images de la gare, ils ne l'ont pas reconnu. Andrew mesurait 1m62 et était mince, juste un autre petit gamin maigre dans une foule de milliers de personnes. Les images de vidéosurveillance sont réenregistrées chaque mois. Ainsi, la bande montrant Andrew quittant King's Cross est la dernière fois qu'on l'a vu de façon certaine. Il sort du champ de la caméra et puis il disparaît. Et il était presque impossible de retrouver Andrew. Il ne possédait pas de téléphone, il en a eu quelques-uns quand il était plus jeune, mais il les perdait tout le temps. Quand ses parents ont proposé de remplacer son dernier téléphone, il a demandé une Xbox à la place. Il n'avait pas d'adresse email et pas de réseaux sociaux. Il jouait aux jeux vidéo, mais jamais en ligne. Il payait tout en espèces et n'utilisait jamais sa carte bancaire. Le seul ordinateur de la maison appartenait à sa sœur. La police a fouillé celui-ci, ainsi que les ordinateurs de son école, et n'a rien trouvé. Aucun email secret, aucune recherche, aucun plan, rien du tout. Un garçon de 14 ans, sans aucune trace numérique, est entré dans la plus grande ville de Grande-Bretagne avec de l'argent liquide et a disparu. Et tout ce qu'Andrew a fait ce matin-là est documenté à la minute près. Le distributeur de billets à 9h08, le guichet à 9h22, le train à 9h36, la sortie de la gare à 11h25. Après 11h25, il n'y a plus rien du tout. Pas de caméra, pas de témoins, pas une seule trace de qui que ce soit qui ait jamais été confirmée. Une fois que l'histoire a fait la une des journaux, des signalements sont arrivés de tout le Royaume-Uni, et l'un d'eux semblait crédible. Quelqu'un dans un Pizza Hut sur Oxford Street était certain d'avoir vu Andrew là-bas le même après-midi, et ses parents l'ont cru. Mais cela n'a jamais été prouvé, et aucun des autres témoignages non plus. Ce n'était qu'une impasse après l'autre. Alors la famille a mené sa propre enquête. Ses parents ont retrouvé le guichetier qui avait vendu le billet à Andrew, et ils ont retrouvé le passager qui était assis en face de lui dans le train. Ils sont allés à Londres, ont acheté des magazines d'événements et ont entouré tout ce qu'un garçon comme Andrew aurait pu fréquenter. Et il y avait beaucoup de choix. Le soir de sa disparition, 30 Seconds to Mars jouait à Londres. Plusieurs groupes étaient en ville cette même semaine. Pour un ado fan de métal avec 200 livres en poche. La ville regorgeait d'opportunités. Ses parents ont distribué des tracts partout où un garçon comme Andrew aurait pu aller. Toutankhamon était exposé au British Museum. Ils y sont allés. Ils sont allés dans des salles de concert. Ils sont même allés sur les marches de King's Cross elle-même. Ils ont placardé son visage partout dans la ville. Andrew avait planifié cela, mais rien ne semblait définitif. Il a laissé 100 livres reçus pour son anniversaire dans sa chambre. Il a laissé son passeport. Il a laissé le chargeur de sa PSP qu'il avait emporté avec lui. Il n'a même pas pris de manteau. Mais les jours sont devenus des semaines, et les semaines sont devenues des années. Et si Andrew avait prévu de rentrer à la maison, quelque chose a terriblement mal tourné.
Faute de nouveaux éléments, les mêmes théories circulent depuis des années. Peut-être qu'Andrew est allé à Londres pour un concert et que, quelque part dans cette foule, il lui est arrivé quelque chose. Peut-être que quelqu'un l'attendait de l'autre côté, quelqu'un dont il connaissait l'existence. Peut-être qu'il voulait recommencer une nouvelle vie et qu'il y est vraiment parvenu. Il n'y avait aucun signe avant-coureur, rien pour expliquer tout cela. Son père a dit que même si Andrew cachait quelque chose à ses parents, il l'aurait dit à sa sœur. Charlotte et Andrew étaient les meilleurs amis du monde, ils se confiaient tout, mais il n'a jamais rien dit. Puis 14 ans après la disparition d'Andrew, la police a arrêté 2 hommes soupçonnés d'enlèvement et de traite d'êtres humains, et ces arrestations ont fait la une des journaux nationaux. La police a saisi leurs ordinateurs et leurs téléphones, et la famille a attendu une réponse. Ils ont attendu pendant des mois, puis une année entière. Puis, en septembre 2023, la police a relâché les 2 hommes. Ils n'avaient rien à voir avec l'affaire. Et les Gosdell leur ont présenté publiquement des excuses. L'affaire est toujours en cours, et la police affirme qu'elle suit chaque piste. La famille gère toujours un site internet et distribue des flyers montrant une estimation informatique de ce à quoi Andrew pourrait ressembler aujourd'hui. Un homme adulte de 33 ans. Mais un détail concernant Andrew n'est pas une supposition. Il a une double crête sur le cartilage de son oreille droite. C'est le genre de chose que personne ne remarque jamais, à moins de la chercher. Ses parents continuent de déposer de l'argent sur son compte bancaire. Personne n'y a touché depuis le matin où il l'a vidé. Mais continue de l'alimenter, au cas où. Et puis il y a ça. 11 ans après la disparition d'Andrew et 3 ans avant ses arrestations, un homme est apparu dans une salle de discussion en ligne, demandant de l'aide à un inconnu. Il a dit que son partenaire venait de partir et qu'il avait besoin d'argent pour le loyer. Il s'est fait appeler Andy Rue. L'inconnu a demandé combien il avait besoin. Andy a répondu 200 livres, puis il s'est déconnecté et n'est jamais revenu.